On entend souvent dire que depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir en 2006, le Canada disparaît de la scène internationale, qu'il est même absent, pour reprendre les mots de Louise Arbour, qui a été, je vous le rappelle, à la tête du Haut-Commissariat des Nations unies pour les droits de l'homme. Pour d'autres, ce n'est pas une baisse d'influence, mais plutôt une transformation, une redéfinition du rôle du Canada dans le monde. Alors que nous sommes en pleine campagne électorale fédérale et après une décennie déjà de gouvernement Harper, qu'est devenue la politique étrangère canadienne aujourd'hui? Donc, pour répondre à cette question, pour en discuter, j'ai avec moi non pas deux, mais trois invités. Jocelyn Coulon, qui est directeur sur les opérations de paix et a été conseiller de politique étrangère du chef du Parti libéral Justin Trudeau. Bonjour. Bonjour. J'ai également avec moi Stéphane Roussel, professeur de politique étrangère à l'ENAP. Bonjour. Bonjour. Et Tatiana Garakani, également à l'ENAP, professeure d'aide internationale. Bonjour. Bonjour. Donc, je vous pose la question. Le Canada a-t-il disparu, perdu sa place ou a simplement redéfini son rôle, disparu de certains endroits pour réapparaître dans d'autres? Jocelyn. On ne peut pas dire que le Canada a disparu de la scène internationale. C'est un peu caricatural que de dire ça, d'autant plus que le gouvernement conservateur a quelques succès à son actif en 10 ans de pouvoir, que ce soit, par exemple, les accords de libre-échange multilatéraux avec l'Europe et sans doute avec le Pacifique, oui. Les accords de libre-échange bilatéraux avec l'Amérique latine ou certains pays, pays d'Asie. On oublie souvent que le gouvernement conservateur s'est engagé dans tout ce qu'on appelle la santé maternelle et infantile, qui est un programme énorme et qui connaît un très bon succès en Afrique. Maintenant, le gouvernement s'est retiré de certaines choses. On pense, par exemple, au maintien de la paix ou peut-être à son action, je dirais pas de médiateur, mais au moins de quelqu'un qui pourrait faciliter les choses. Et le Canada est souvent perçu comme faisant partie du problème et non pas de la solution. On l'a vu dans les premières années Harper avec la Chine, alors que tout le monde allait en Chine, Harper n'y allait pas. Oui. On l'a vu avec Israël et les problèmes au Proche-Orient. Donc, le bilan est mitigé, mais c'est vrai que nous n'avons plus la même image qu'il y a 10 ou 15 ans. Stéphane? Je poserais la question dans des termes un peu différents. C'est-à-dire que le Canada n'a pas disparu ou évolué sur la scène internationale parce que je pense que la grande majorité des gens à l'étranger n'ont pas d'opinion ou une opinion assez vague de ce qu'est le Canada et de ce qu'il fait sur la scène internationale. Donc, en fait, je pense que ce débat s'adresse d'abord et avant tout à des Canadiens parce que ce à quoi on assiste actuellement, c'est beaucoup plus à une transformation de l'identité canadienne. Et dans les yeux des Canadiens eux-mêmes, comment se perçoivent-ils sur la scène internationale et quelle image veulent-ils projeter? Donc, ce n'est pas nécessairement le résultat ou l'image à l'étranger plutôt que l'identité que se font les Canadiens eux-mêmes. Tout à fait. C'est comme ça que je pose le problème, dans la mesure où ce que je perçois, c'est que le gouvernement Harper avait comme objectif de remodeler la société canadienne autour des valeurs qui sont plus proches de la droite, des conservateurs, que ce qu'on a vu dans la deuxième moitié du 20e siècle, qui étaient des valeurs libérales. Oui. Donc, la politique étrangère, en ce sens-là, participe à un mouvement qui relève de la politique intérieure. Oui. Et est-ce que ça a beaucoup changé? Est-ce que ça a réussi? Est-ce que ça a fonctionné? En bonne partie, je pense que oui. Ceci étant dit, c'est le genre d'expérience qui se mesure sur 20, 30 ou 40 ans. Une décennie, c'est... Une décennie, on commence à en voir les résultats parce qu'on voit que bon nombre de Canadiens approuvent la politique étrangère du gouvernement Harper, approuvent l'usage de la force tel qu'il est fait, approuvent son attitude dans la défense de la souveraineté dans l'Arctique. Donc, il n'y a pas l'opposition ou la levée de bouclier qu'on a pu voir il y a quelques années. Elle tend à s'atténuer. D'accord. Tatiana? Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que l'image de Canada est quand même pas tellement bien perçue par les organisations internationales, par la communauté humanitaire. Le Canada ne joue pas le même rôle. Au niveau, que ce soit au niveau de l'aide internationale maintenant, avec la disparition de l'ACTI, on est beaucoup plus rendu dans une diplomatie économique qu'on a clairement articulée. Donc, au niveau je suis d'accord que oui, le Canada a engagé dans beaucoup de programmes, par exemple santé maternelle, mais on s'est également retiré de beaucoup d'autres programmes importants. On a souvent fait référence, par exemple, à l'avortement sécuritaire. Donc, un peu l'agenda de la droite. On voit le financement des ONG
religieuse qui a augmenté de 40 tandis que les ONG laïques, c'est juste à peu près 5 Donc, l'agenda de droite a influencé énormément, même au niveau humanitaire. Et puis, toutes les questions de changement climatique, le rôle de négociation, on ne se donne plus la peine d'inclure le Canada, qui était avant, je pense, au niveau des réformes humanitaires, etc., jouait un rôle, un bailleur de fonds assez important. Bien. On n'est plus aussi important. Je voudrais reprendre l'idée de Stéphane sur l'identité canadienne et sa déconstruction, la déconstruction de sa vision internationale. C'est très intéressant parce que c'est vrai. Quand Stephen Harper arrive au pouvoir, il a l'intention de déconstruire cette identité canadienne qui est essentiellement de philosophie libérale et qui porte sur quoi exactement? Les casques bleus, la médiation, la négociation, l'aide au développement, l'humanitaire. Et il veut la remplacer par quoi? Par en fait le premier pilier de la politique étrangère qui a été l'alliance et qui est l'alliance avec les États-Unis, les stratégies militaires occidentales et l'OTAN. L'OTAN, oui. Je caricaturerais ça en disant, avant Stephen Harper, c'était les casques bleus et pendant Stephen Harper, c'était les bombardements. Oui. Et je ne suis pas sûr que les Canadiens aient acheté cette identité-là, parce que lorsque vous regardez les sondages, les Canadiens sont encore très attachés à la figure du casque bleu. Une identité, ça ne se débâtit pas très rapidement parce qu'en plus, il faut la substituer par quelque chose de positif. Et la force, ce n'est pas nécessairement positif. Oui, je suis content que vous parliez des casques bleus parce qu'effectivement, il y a un désinvestissement dans les casques bleus. J'ai quelques chiffres. Là. En 1995, le Canada avait 1400 casques bleus à travers le monde. Aujourd'hui, il en a un peu plus d'une centaine. Mais il y a deux choses. C'est que, d'une part, déjà dans les années, enfin en 2000, il y avait, je le chiffre ici, 400 casques bleus. Donc déjà, sous Chrétien, on avait largement diminué, beaucoup diminué le nombre de casques bleus. Et à travers le monde aussi, les puissances occidentales se sont beaucoup désinvesties, à peu près toutes, des casques bleus. Donc le Canada est-il si différent que ça? Et le gouvernement Harper est-il si différent des libéraux? Je ne crois pas. Enfin, c'est très difficile de le mesurer. Je pense qu'il y a un agenda idéologique et politique très différent, mais il y a certaines difficultés à le mettre en place parce que beaucoup de données, de variables échappent au gouvernement. En grande partie, d'abord, les changements à l'intérieur du Canada, les changements dans l'économie canadienne, le pouvoir se déplace vers l'ouest avec le gouvernement conservateur, d'une part, et d'autre part, il y a les changements aussi sur la scène internationale auxquels on ne peut pas échapper. Les missions de paix ont changé de nature, en tout cas une grande partie d'entre elles ne sont plus du même ordre que ce qu'elles étaient avant. La lutte au terrorisme est quelque chose auquel on ne peut même pas échapper, même si on tend à vouloir. Donc, il y a ces contraintes-là qui empêchent de mesurer vraiment jusqu'à quel point les conservateurs ont changé. Oui. Tatiana, d'ailleurs, sur cette question-là, il y a eu une réunion récemment en marge de l'Assemblée générale à l'ONU où on a voulu justement réinvestir le champ des casques bleus, mais le Canada n'était même pas présent. C'est-à-dire que là, la volonté du gouvernement Harper de se désinvestir était manifeste. On n'essaie même pas de louvoyer ou de... On tente quand même... Donc, ça participe... Je comprends que ça participerait à l'idée de l'image du Canada qui change à l'étranger, auprès des leaders étrangers aussi, et des organisations internationales. Exactement. Et même toutes les questions parallèles sur le développement durable, etc., le Canada n'était pas présent. C'est sûr que, bon, c'est les élections, on ne s'attend pas que le leadership soit présent, mais on ne nous attend pas, disons, dans les... Et il y a des domaines dans lesquels les Canadiens se sont fait remarquer, probablement pas dans le bon sens, mais l'appui que le Canada donne à Israël, qui va se traduire, par exemple, par un blocage des discussions à l'intérieur du G7, lorsqu'il est question d'Israël. Les Canadiens vont souvent s'opposer à ce qu'il y ait des déclarations qui ne soient pas entièrement favorables à Israël. Ou encore, par exemple, l'appui que donnent les Canadiens à l'Ukraine et l'attitude de Harper vis-à-vis Poutine. Ça, ce sont des exemples où il y a des changements concrets qui se font et pas toujours pour le mieux. Donc, d'ailleurs, sur cette... D'autant plus qu'on a appelé ça une politique de principe. Oui. Alors, on a des principes qui sont d'appuyer les Ukrainiens ou les Israéliens, mais étrangement, ces principes, on semble les oublier pour d'autres dossiers aussi. On va vendre 10 milliards de dollars d'armes à l'Arabie saoudite, qui n'est pas nécessairement un modèle de défense des droits de l'homme, et dont l'influence est très pernicieuse dans le monde musulman. Mais sur la question des principes, chacun les invoque
pour sa propre philosophie. On parlait des valeurs canadiennes lors du débat Monk sur la politique étrangère, et les libéraux parlaient c'est les libéraux qui parlaient des valeurs canadiennes. Et Harper oppose à ça la clarté morale ou des nouvelles valeurs canadiennes. Mais sur la question, par exemple, de la vente d'armes, ce n'est pas tout à fait nouveau. Et quand les libéraux étaient au pouvoir, on mettait de l'avant l'idée d'une puissance pacificatrice, une puissance neutre, modérée, et pourtant on vendait des armes quand même. Donc encore une fois, est-ce que la différence était si grande? La distinction, c'est qu'avec les précédents gouvernements, qu'ils soient conservateurs ou libéraux, parce que Mulroney était de la philosophie libérale, c'est qu'avec les précédents gouvernements, au moins, on essayait de s'insérer dans toutes ces questions de casque bleu, d'humanitaire, de négociation. Aujourd'hui, c'est comme si on laissait ça à d'autres et on est souvent absent. Oui, Tatiana, vous vouliez réagir? Mais je voulais ajouter aussi au point que Stéphane avait soulevé sur le fait que, par exemple, la position par rapport à l'Iran aussi, toutes les discussions qui ont eu lieu, le Canada n'a pas participé du tout. Et maintenant, dans les enjeux, il occupe cette position très forte à cause de son approchement très fort avec l'Israël. On se rappelle que le Canada avait retiré très rapidement son ambassadeur d'Iran il y a quelques années. Mais aussi, il y a la fermeture de l'ambassade ici. Alors, c'est impossible d'amener des discussions. Avec la situation au Gaza l'année passée également, le Canada ne s'est pas du tout prononcé sur cette problématique. Et les ventes d'armes, je pense qu'on est aussi dans une situation que l'Arabie saoudite est un acteur quand même très important dans la région, dans le conflit. Alors qu'on parle des principes, c'est bien beau de parler des principes, mais c'est quand ça nous convient. Alors sur cet élément-là, les questions de notre implication, on n'en prend pas compte dans nos principes. Stéphane? Et cette politique de principe, justement, elle est ironique dans le sens où ce que les conservateurs reprochaient aux libéraux à l'époque, c'était de parler, mais de ne pas agir. Donc, de s'engager sans mettre les ressources nécessaires. Donc, on avait une diplomatie essentiellement déclaratoire qui n'était pas accompagnée de gestes concrets. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a changé la liste des principes, mais parfois, on se retrouve avec des déclarations ou des engagements qui sont considérés... On va à l'autre extrême, si vous voulez, de ce côté-là. C'est non plus une politique... C'est une politique déclaratoire, mais qui est peut-être trop ferme au goût de certains. Bien. Et derrière ça, on dit souvent que les conservateurs veulent faire des gains électoraux. On a souvent une explication électoraliste pour parler des positions canadiennes, mais il doit bien y avoir une vision du monde derrière ça. Sur le site du Parti conservateur, en ce moment, il est écrit, par exemple, sur l'onglet « Politique étrangère », « Le monde est un endroit dangereux ». C'est une vision très noire, très pessimiste, très réaliste du monde, de la scène internationale. Ce qu'on entendrait, il me semble, difficilement dans la bouche d'un néo-démocrate ou d'un libéral. Donc, est-ce qu'il y a effectivement fondamentalement une vision du monde radicalement différente chez les conservateurs? À mon avis, oui, clairement. C'est-à-dire, c'est d'abord et avant tout la grande différence, c'est dans cette vision du monde. Et lorsqu'on tente d'appliquer les politiques qui découlent naturellement de cette vision du monde, qu'elle soit libérale, néo-démocrate ou conservatrice, évidemment, c'est les difficultés à la mettre en œuvre. On ne peut pas avoir une politique purement idéologique. Ceci étant dit, l'idéologie, à mon sens, joue un rôle extrêmement important dans la manière dont on perçoit et dont on formule les problèmes. L'usage de la force militaire, par exemple, correspond à ce qu'on voit sur la scène intérieure, c'est-à-dire on voit que c'est la même racine idéologique, cette vision que l'être humain est fondamentalement dangereux et qu'il faut que c'est le rôle de l'État de maintenir la loi et l'ordre et de faire la chasse aux délinquants, que ce soit sur la scène intérieure ou sur la scène internationale. Jocelyn, vous vouliez réagir? Oui, je pense qu'effectivement, les conservateurs prennent cette idéologie, comment dirais-je, de droite, dure, qui ils sont là influencés par essentiellement le Parti républicain américain, dans ses options les plus tranchées en politique étrangère. Et il faut voir que l'influence de Stephen Harper vient essentiellement de ce qu'on a appelé l'école de Calgary, qui est un ensemble d'intellectuels, d'universitaires, parfois même d'hommes d'affaires, qui tournent autour d'une vision que le Canada est d'abord une puissance et que cette puissance, elle doit se développer autour de l'économie et du militaire, ce qui comprend l'alliance avec les États-Unis. Je pense que l'école de Calgary, essentiellement, se dit notre seul partenaire, c'est les États-Unis et il faut s'aligner sur les États-Unis. Ils ont un peu évolué parce qu'ils voient bien que l'Asie
est en train de devenir le géant de demain et que la Chine s'ouvre et qu'on doit donc être présent. Mais l'Afrique, l'Australie, même certains coins de l'Asie, le Proche-Orient, n'en parlons pas à part Israël, pour eux, c'est une série de problèmes. Oui. Et le Canada est loin de ça et devrait mettre l'accent essentiellement sur les États-Unis et l'Asie. Je termine avec un fait intriguant, en fait assez exceptionnel, et c'est le chroniqueur John Ibbitson au Globe and Mail qui le soulevait, c'est que le gouvernement Harper serait le seul gouvernement d'obédience conservatrice dans les démocraties occidentales à se faire élire grâce au vote des immigrants, entre autres, grâce au vote des diasporas. Il me semble que ça va à l'encontre, il me semble, d'une idée d'ouverture. On imaginerait plus les libéraux agir de la sorte. Or, les conservateurs s'appuient sur le vote des diasporas des immigrants qui sont très nombreux au Canada pour avoir une politique justement dure à l'égard de l'étranger. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce que vous faites un lien, vous voyez un lien avec la politique étrangère et l'idéologie conservatrice? Je pense qu'il joue beaucoup sur la carte du peur et cet ennemi très vague et l'immigrant cherche la stabilité. Et ils ont déjà fui les problèmes, etc. Et ça, ce discours de sécurité, que ça les assure d'une façon. Et le gouvernement conservateur a beaucoup joué sur cette carte de la peur qui peut justifier toute une série de lois, que ça soit la loi C-51, quand on parle des réfugiés, il faut être prudent, généreux, mais prudent, pourquoi? Donc, on a tout cet sentiment d'insécurité qui est très dominant et puis c'est la meilleure façon de manipuler l'opinion publique. Ça, c'est le formule magique qui a été exercée dans tous les pays du monde. C'est avec ça qu'on avance les agendas militaires et autres. Bien. Tatiana Garakani, Stéphane Roussel, Jocelyn Coulon, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.